Saïd Ouamama, figure de la révolution africaine. 2. Quelle décolonisation? La véritable libération n'est pas cette pseudo-indépendance où les ministres à responsabilité limitée voisinent avec une économie dominée par le pacte colonial. La libération est la mise à mort du système colonial, depuis la prééminence de la langue de l'oppresseur et la départementalisation, jusqu'à l'union douanière qui maintient en réalité l'ancien colonisé dans les mailles de la culture, de la mode et des images du colonialiste. Frantz Fanon, El Moudjahid, 16 avril 1958. C'est toujours l'oppresseur, non l'opprimé, qui détermine la forme de la lutte, souligne Nelson Mandela dans son autobiographie. Son point de vue semble confirmé par les évolutions du monde colonial après 1945. La Seconde Guerre mondiale provoque des bouleversements qui font voler en éclats de nombreuses assises matérielles, politiques et idéologiques de la colonisation. Une des conséquences du conflit est de rendre pensable la décolonisation aux yeux de millions de colonisés. Les puissances coloniales sont contraintes par le contexte nouveau d'ouvrir, même timidement, la porte de la réforme. Les espoirs populaires s'y engouffrent. Sur l'ensemble du continent, la conscience nationale africaine s'exprime avec force. Bien que les revendications nationalistes prennent des formes variées, de l'action non violente à la lutte armée, en passant par toute une gamme de variantes, il ne faut pas analyser cette disparité comme le reflet mécanique de la personnalité des leaders ou de la diversité des cultures africaines. C'est surtout la variété des contextes et des politiques coloniales qui, comme le suggère Mandela, explique la diversité des formes de lutte et des modalités d'accession à l'indépendance. Quand le socle colonial se fissure. La Seconde Guerre mondiale fissure les fondements idéologiques de la colonisation, et en particulier le racisme biologique qui prédominait jusque-là. L'expérience du nazisme change la donne. Avec le nazisme, des blancs appliquent, pour la première fois, à d'autres blancs, une hiérarchisation raciste jusque-là réservée aux colonisés. Des pays européens sont colonisés et leurs peuples subissent ce que leurs pays font vivre à des millions de colonisés depuis des siècles. Aimé Césaire tirera en 1954 les leçons de ce bouleversement. Lorsque Hitler a vociféré pour la première fois ses abominations sur la race supérieure, les peuples d'Europe ont pu être étonnés. Nous autres, peuples coloniaux, nous l'avons été fort peu, car nous avions déjà entendu ce langage-là, non par la bouche d'Hitler, mais de la bouche de nos maîtres, de celle des grands colonisateurs. Peut-être la grande originalité d'Hitler a-t-elle été simplement d'appliquer aux peuples européens les méthodes coloniales que l'Europe avait jusqu'ici, sans sourciller, appliquées pour son plus grand profit, aux nations non européennes. Frantz Fanon, pour sa part, voit dans ce colonialisme en pleine terre d'Europe une des causes essentielles du recul du racisme biologique et sa substitution progressive par un racisme de type culturaliste. Si le racisme ne disparaît pas, le nouveau contexte l'oblige à prendre un masque. De la même façon, le colonialisme est contraint de modifier son visage et offre de ce fait de nouvelles marges de manœuvre aux colonisés. La mise en cause du colonialisme est d'autant plus forte que les colonisés ont massivement participé au combat contre le nazisme. L'historien Benjamin Stora rappelle quelques chiffres. En mars 1940, selon le ministère de la Guerre, 10 000 militaires indochinois se trouvent en France même, aux côtés de 10 000 malgaches et de 68 500 soldats de l'Afrique noire. Les troupes d'Afrique du Nord atteignent à la même date 340 000 hommes. Les autres puissances coloniales ne sont pas en reste. Au cours du conflit, l'Empire britannique mobilise 2 973 000 coloniaux, dont 2 500 000 Indiens et 473 000 issus des autres colonies, parmi lesquels 250 000 originaires d'Afrique de l'Ouest. Cette participation au combat est une expérience qui mine un des mythes essentiels de la colonisation, celui de l'invincibilité de l'homme blanc. Résultat du traumatisme de la conquête coloniale, le mythe de l'invincibilité du colonisateur avait été soigneusement entretenu dans les années suivantes. Analysant les rapports qu'entretiennent les Ngala du Congo-Brazzaville avec les colons, l'historien Abraham Ndinga Mbo rappelle le processus subjectif de constitution et de reproduction de ce mythe. Lorsqu'on est coincé,
Mieux vaut suivre le blanc ou supporter sa souffrance plutôt que de résister et de souffrir 2 fois plus. Ainsi s'était créé le mythe de l'invincibilité et de la supériorité du blanc. Les blancs eux-mêmes étaient conscients de la nécessité de cultiver un tel mythe et ont essayé de montrer leur supériorité chaque fois qu'ils en avaient les moyens. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est donc ce mythe qui s'effrite. La portée historique du conflit n'échappe pas aux Africains, qui, comme tous les autres dominés, sont toujours attentifs aux événements qui mettent en exergue la faiblesse des colonisateurs et savent les investir pour faire vivre leurs espoirs de libération. Ainsi en va-t-il de la première République noire à Haïti, qui devient rapidement un symbole politique de la fierté et de la liberté pour les autres pays en quête d'autodétermination politique. Ainsi en est-il également de la victoire des Éthiopiens en 1896 à Adoua face à l'envahisseur italien qui fait de l'Éthiopie un symbole unique de la liberté et de l'indépendance en Afrique. La participation des troupes coloniales à la Première Guerre mondiale avait également ébranlé le mythe. Comme le rappelle Amadou Hampâté-Bâ, les récits des anciens combattants enseignent jusqu'aux villages les plus reculés que l'homme blanc n'était pas un surhomme bénéficiant d'on ne savait quelle protection divine ou diabolique. C'était un homme comme eux, avec le même partage de qualités et de défauts, de force et de faiblesse. Si les défaites des armées européennes au début du conflit cassent brutalement le mythe de l'invincibilité des puissances coloniales, cette évolution touche plus profondément encore la France, en raison de la débâcle de 1940, de la collaboration du régime de Vichy et du spectacle de la division des Français. Pendant que la Grande-Bretagne apparaît unie dans la résistance à l'offensive nazie, la France présente le visage d'une puissance vaincue et déchirée. Pour l'Afrique du Nord, le débarquement en 1942 des troupes états-uniennes et britanniques, dans un contexte où Roosevelt parle volontiers du droit à l'autodétermination, agit lui aussi puissamment sur les subjectivités des colonisés. Louis Rigaud, alors enseignant en Algérie, constate ce changement d'état d'esprit des indigènes, après-guerre, ce qu'il explique par les facteurs suivants. La perte du prestige français après la débâcle de 1940 et le contact avec les troupes alliées, surtout américaines, à partir de 1942, auxquelles venait s'ajouter le retour dans leur foyer des Algériens ayant pris part à la libération de la France et s'attendant à en être récompensés. Les organisations politiques et les militants nationalistes sortent du tête-à-tête avec la France. Le sultan du Maroc rencontre Franklin Roosevelt à Anfa le 22 janvier 1943. En Algérie, le leader nationaliste Ferhat Abbas s'entretient avec Robert Murphy, représentant direct du président états-unien. Quant aux militants marocains, ils remettent leur manifeste à la fois aux autorités françaises et au consulat des États-Unis et de Grande-Bretagne. Dans les pays d'Afrique subsaharienne, l'émergence d'une communauté internationale, dont les puissances coloniales européennes ne sont plus les seuls maîtres, fait également cheminer les esprits. Le droit, épine dorsale du système international ? La sortie du face-à-face enfermant avec la puissance coloniale est d'autant plus tentante, pour les Africains, que le nouvel ordre mondial les invite à regarder au-delà de leurs métropoles respectives. Sous les décombres de la guerre, une nouvelle organisation internationale émerge en remplacement de la Société des Nations, qui s'était montrée incapable, avant-guerre, de garantir la paix, l'Organisation des Nations Unies. Dans cette optique, les chartes, déclarations et accords internationaux se succèdent dès le début des années 1940 pour affirmer la prééminence du droit international et ériger les droits humains en piliers d'une paix durable. Les horreurs du nazisme contribuent fortement à cette nouvelle place du droit dans le monde de l'après-guerre. Cette évolution ouvre, pour les esprits lucides, la perspective d'une décolonisation pacifique, comme le rappelle l'éditeur et militant François Maspero. Pour venir à bout du totalitarisme nazi, les alliés occidentaux ont dû, en bonne logique, proclamer à la face du monde une idéologie antitotalitaire qui se traduit par la Charte des Nations Unies, puis par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Or, il était difficile de ne pas faire figurer, bon gré mal gré, dans le cadre de la dénonciation globale des systèmes d'oppression, celle du système colonial, de proclamer un idéal de libération de tous les hommes sans y inclure les colonisés, de parler au nom de l'humanité en excluant une partie. La Charte de l'Atlantique signée par Franklin Roosevelt et Winston Churchill le 15 août 1941
pose les fondations de la nouvelle politique internationale que veulent mettre en place les Alliés à l'issue de la guerre. Le point 3 du document porte en lui des promesses immenses pour les colonisés. La Grande-Bretagne et les États-Unis, est-il en effet énoncé, respectent le droit de tous les peuples à choisir la forme de gouvernement sous laquelle ceux-ci veulent vivre. Et ils souhaitent voir établir les droits souverains et le gouvernement indépendant des nations qui en ont été dépouillés par la force. De manière révélatrice, les traductions de la charte en langue française divergent. Alors que le texte anglais utilise l'expression « the right of all peoples », certaines traductions mentionnent simplement « le droit des peuples ». Au-delà de la traduction, les historiens Jean Suré-Canal et Albert Hadou-Boahen soulignent à juste titre le caractère vague de la formulation. Une interprétation restrictive limite son application aux seuls pays européens occupés par les nazis. C'est celle que fait Churchill dans un discours au Guildhall de Londres le 10 novembre 1942. Une interprétation large en fait une condamnation du système colonial. Dans l'esprit des signataires, remarquent les deux historiens, cela ne devait s'appliquer qu'à l'Europe, mais les peuples africains devaient s'en saisir et revendiquer ce droit pour eux-mêmes. Signée le 26 juin 1945, la Charte de San Francisco, fondatrice de l'ONU, renforce l'immense espoir qui naît de cette promesse du droit international. Elle consacre son chapitre 11 aux colonies, qualifiées de territoires non autonomes, mais n'efface pas pour autant les ambiguïtés. Bien qu'elle évoque le caractère temporellement limité de la colonisation, les engagements sont particulièrement flous. Il est question, petit a, d'assurer en respectant la culture des populations en question leur progrès politique, économique et social, ainsi que le développement de leur instruction, de les traiter avec équité et de les protéger contre les abus. Petit b, de développer leur capacité de s'administrer elles-mêmes, de tenir compte des aspirations politiques des populations et de les aider dans le développement progressif de leurs libres institutions politiques, dans la mesure appropriée aux conditions particulières de chaque territoire et de ses populations et à leur degré variable de développement. En dépit du net recul par rapport à la Charte de l'Atlantique, et malgré la persistance d'une idéologie civilisatrice, la Charte des Nations Unies reconnaît les colonisés comme porteurs de droits, en oubliant toutefois de préciser la nature de ces droits. Si la Charte de la SDN de 1919 allait dans le même sens, c'est la première fois qu'un document de droit international, ayant en principe une valeur contraignante pour les signataires, reconnaît aussi clairement le caractère transitoire de la colonisation et la nécessité de préparer sa fin par l'octroi d'éléments de citoyenneté politique aux colonisés. C'est cette introduction d'une dynamique de citoyenneté à l'intérieur du système colonial qui engendrera à son tour une autre dynamique, celle de l'indépendance. Le droit international dessert ainsi le corset colonial. Des puissances coloniales affaiblies. Les États-Unis et l'Union soviétique sont les deux grands vainqueurs du conflit mondial. Dernière grande puissance à entrer en guerre, les États-Unis bénéficient d'une image de libérateurs, grâce en particulier à leur participation au débarquement d'Afrique du Nord, de Sicile et de Normandie. Ils ne cessent en outre de mettre en avant leur propre histoire pour se présenter comme anticolonialistes. N'ont-ils pas eux-mêmes été colonisés ? N'ont-ils pas mené une guerre de libération nationale ? John Foster Dulles, alors secrétaire d'État, inscrit en 1954 l'indépendance des États-Unis dans l'histoire de la décolonisation. Nous sommes nous-mêmes la première colonie des temps modernes à avoir gagné l'indépendance. Nous avons une sympathie naturelle pour ceux qui suivent notre exemple. Au-delà des déclarations, les États-Unis tentent de profiter de l'affaiblissement des puissances coloniales européennes pour prendre pied en Afrique et en Asie et y défendre leurs intérêts économiques et géostratégiques. L'URSS, pour sa part, a joué un rôle essentiel dans une guerre qui a coûté la vie à quelques 20 millions de Soviétiques. Elle jouit d'une image d'autant plus positive auprès des peuples colonisés qu'elle tient, depuis 1917, un discours hostile à la colonisation européenne. Les puissances coloniales, de leur côté, sortent affaiblies du conflit, en particulier les deux principales, le Royaume-Uni et la France. Ayant lié son sort aux États-Unis dès leur entrée en guerre en 1941, en faisant pleinement partie du camp des vainqueurs, le premier peut cependant garder la tête haute. La France, la Belgique et les Pays-Bas, en revanche, sont vaincus.
en raison de la politique de collaboration de l'État français et en dépit de la résistance des gaullistes et des communistes, la France a de grandes difficultés à se voir reconnaître le statut de vainqueur. L'anticolonialisme états-unien est particulièrement mis en avant à propos des colonies asiatiques. Roosevelt défend par exemple la mise sous tutelle de l'ONU de l'Indochine française. « Je suis d'avis que l'Indochine ne devrait plus revenir à la France, mais être administrée par un régime de tutelle », écrit-il dans un mémorandum daté du 14 janvier 1944. La France a exercé son contrôle sur ce pays de plus de 30 millions d'habitants pendant presque un siècle, et les conditions de vie de ces gens sont pires qu'auparavant. La dégradation rapide des relations entre l'URSS et les États-Unis dans les mois qui suivent la fin de la guerre enterre cependant le projet de tutelle sur l'Indochine. Un vent de liberté souffle sur l'Asie. Le projet défendu par Roosevelt est celui d'une indépendance de tout le sous-continent asiatique. L'indépendance de la seule colonie des États-Unis, les Philippines, prévue pour le 4 juillet 1946, est présentée comme exemple d'une décolonisation réussie. Les États-Unis s'opposent logiquement aux Pays-Bas lorsque ceux-ci répriment les nationalistes indonésiens suite à la proclamation de l'indépendance par Sukarno le 17 août 1945. Confrontés à la résistance des nationalistes, condamnés par l'ONU et menacés par les États-Unis d'une suspension de l'aide du plan Marshall, les Pays-Bas se voient contraints d'accepter la réunion d'une table ronde qui aboutit à l'indépendance le 27 décembre 1949. Dans les travaux de l'ONU conduisant au soutien à l'indépendance indonésienne, la jeune République indienne se montre particulièrement active. L'indépendance de l'Inde, joyau de l'Empire britannique, en août 1947, provoque un bouleversement énorme dans l'ensemble du monde colonisé, et particulièrement en Afrique anglophone. En dépit de la partition de la colonie en deux États, l'Inde et le Pakistan, et des affrontements sanglants sur le tracé des frontières, l'indépendance du sous-continent indien devient, tant à Londres que dans les colonies britanniques d'Afrique, la référence d'une indépendance réussie. Se donnant à lui-même l'image d'une puissance respectueuse des peuples et des principes du droit international, le Royaume-Uni n'en préserve pas moins ses intérêts. L'accès à l'indépendance de l'Inde et du Pakistan étant en effet envisagé comme un processus progressif, et se faisant de surcroît dans le cadre du Commonwealth, les Britanniques comprennent qu'il est possible de défendre leurs intérêts économiques et stratégiques en dépit d'un contexte apparemment défavorable. À leurs yeux, l'indépendance n'est pas forcément le pire des scénarios. Céder permet parfois de ne pas tout perdre, et dans certains cas de mieux rester. Pour les peuples colonisés, l'exemple indien, suivi de ceux de Ceylan et de la Birmanie en 1948, apparaît comme la preuve qu'une indépendance sans violence est possible. Ce qui ne peut que les inciter à vouloir accélérer le processus. Les liens entre l'Afrique et l'Inde sont, d'ailleurs, nombreux et anciens. Le mouvement national africain, relève Mohamed Fayek, ancien ministre sous Gamal Abdel Nasser, a été influencé par ce mode d'action non violente, plus particulièrement dans les régions colonisées par la Grande-Bretagne et avec lesquelles l'Inde possédait, grâce à la présence de nombreux ressortissants indiens, de solides liens. Kwame Nkrumah au Ghana, Julius Nyerere en Tanzanie ou Kenneth Kaunda en Zambie, nombreux seront ainsi les leaders nationalistes africains à faire référence à Gandhi ou à Nehru. Il y a deux moyens de réaliser le self-government, explique par exemple Nkrumah dans son autobiographie publiée en 1960. Soit par une révolution violente, soit par des méthodes de non-violence suivant les voies constitutionnelles et légitimes. Et c'est en s'appuyant sur deux exemples qu'il préconise la seconde méthode, celui de l'armée britannique qui avait fait échouer à deux reprises une tentative d'invasion de la part des Allemands et la victoire remportée par les Indes sur l'impérialisme britannique au moyen de la pression morale. L'indépendance est également au rendez-vous dans les colonies françaises d'Asie, mais dans un contexte très différent. C'est en faisant référence à la déclaration d'indépendance des États-Unis de 1776 et à la déclaration française des droits de l'homme et du citoyen qu'Ho Chi Minh proclame, le 2 septembre 1945, l'indépendance du Vietnam. Le Cambodge et le Laos suivent dans la foulée l'exemple vietnamien. Refusant de reconnaître ces indépendances, la France déclenche une guerre de reconquête qui se terminera pitoyablement à Dien Bien Phu le 7 mai 1954.
Même dans les pays administrés depuis 1920 dans le cadre d'un mandat de la Société des Nations, comme la Syrie, la France tente de s'opposer militairement à l'indépendance reconnue pourtant, pendant la guerre, par l'URSS, les États-Unis, la Grande-Bretagne, et même par le général Quattroux au nom de la France libre. Des troupes françaises débarquent en Syrie pour combattre les indépendantistes et la ville de Damas est bombardée le 29 mai 1945. La présence de troupes britanniques sur le territoire écourte le conflit. Celles-ci, plus nombreuses, s'affrontent aux troupes françaises et imposent un cessez-le-feu. Scénario similaire au Liban et conclusion identique. L'indépendance de la Syrie et du Liban est reconnue officiellement en 1946. La victoire de Mao Tse-tung en Chine en 1949, enfin, contribue à asseoir auprès des militants et leaders nationalistes la certitude d'un changement d'époque dans lequel le colonialisme est voué à disparaître. Qu'elles aient été obtenues de manière pacifique ou par les armes, les indépendances asiatiques ont un retentissement énorme en Afrique. Le leader guinéen Ahmed Sékou Touré résumera ainsi, en décembre 1962, la période de l'après-guerre et ses effets sur les consciences africaines. Aucune puissance européenne ne pouvait plus endiguer le mouvement de libération qui, d'Europe centrale au Moyen et en Extrême-Orient, a permis successivement l'établissement ou l'extension du régime de démocratie populaire, la libération de l'Inde, de la Birmanie, de l'Indonésie, la fondation de la République populaire de Chine et l'accession à l'indépendance de la Syrie et du Liban. Aujourd'hui encore, la lame de fond qui a pris naissance grâce à la conscience que nous avions de notre condition d'homme et de peuple exploité continue de déferler. La guerre froide, un frein à la décolonisation de l'Afrique. La conjonction de facteurs favorables à la décolonisation, dont a partiellement profité l'Asie et qui a fait naître de grands espoirs en Afrique, se heurte cependant à la montée des tensions, rapidement perceptibles dans les mois qui suivent la fin de la Seconde Guerre mondiale, entre les États-Unis et l'Union soviétique. Les deux mandats de Harry S. Truman, qui succèdent à Roosevelt le 12 avril 1945, marquent un tournant essentiel. Dans son discours du 12 mars 1947 devant les sénateurs du Congrès, le président Truman énonce sa nouvelle stratégie, souvent qualifiée de « doctrine Truman », qui se résume en un mot, l'endiguement, containment, de la poussée communiste à l'échelle internationale. « Je suis convaincu, lance-t-il, que ce doit être la politique des États-Unis de soutenir les peuples libres qui résistent à la menace d'assujettissement venue de minorités armées ou de pressions extérieures. Le moment est venu de ranger les États-Unis dans le camp et à la tête du monde libre. » L'opposition à l'URSS devenant la priorité des États-Unis et les puissances coloniales étant intégrées dans le système défensif états-unien, à l'exception de l'Espagne, toutes les puissances coloniales européennes sont membres de l'OTAN, le soutien affiché dans un premier temps au peuple colonisé est subitement relégué au second plan, ou en tout cas subordonné à l'impératif stratégique énoncé par Truman. Les conséquences d'une telle évolution sont décisives pour les mouvements de libération africains, qui se voient enrôlés de force dans un conflit mondial qui les dépasse largement. Envisager le problème de la décolonisation dans le contexte de la guerre froide permet de ne plus considérer le problème colonial sous l'angle du seul rapport bilatéral entre la métropole et ses colonies, souligne l'historien François Durper. La décolonisation doit être pensée dans un cadre mondialisé. C'est dans ce contexte de guerre froide que se tient à Paris, en juin 1948, la réunion du Congrès des peuples contre l'impérialisme, sur le modèle du Congrès de Bruxelles de 1927. Le Congrès regroupe des organisations trotskistes, le Partido Obrero de Unificación Marxista Español, PUM, le Parti communiste internationaliste, mais aussi des délégations de plusieurs pays d'Europe de l'Est, Roumanie, Pologne, Bulgarie, Tchécoslovaquie, des sections des partis socialistes opposés aux positions colonialistes de leur direction, Fédération de la scène de la SFIO, certains parlementaires de Labour britannique, le groupe La Flamme de Hollande, des syndicats et mouvements culturels, syndicats des instituteurs, mouvement des auberges de jeunesse, et des représentants de partis nationaux d'Afrique, mouvement démocratique de la rénovation malgache, mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques d'Algérie, Néo-Destour de Tunisie, le parti Istiklal du Maroc. L'audience est moins forte qu'à Bruxelles, et les représentants des pays colonisés moins nombreux. Le Congrès se déclare favorable à la fois à une décolonisation intégrale,
au soutien au mouvement de libération nationale et à l'autonomie de la lutte anticolonialiste vis-à-vis des deux blocs. Quelques années plus tard, en 1955, la conférence de Bandung adopte les mêmes bases politiques, mais cette fois-ci sous la direction des colonisés eux-mêmes. Le secrétaire général du Congrès, Jean Rousse, est d'ailleurs le seul Français invité à Bandung. Il faut souligner en outre que les connexions multiples qui se nouent au sein de ce cadre mondialisé provoquent des effets en chaîne. Ainsi en est-il de la question raciale aux États-Unis, qui se voit non seulement parasitée par la chasse menée à l'intérieur des États-Unis contre les communistes et autres supposés subversifs, mais qui entre également en interaction avec les luttes de libération nationale en Afrique. Alors que les mouvements pannégristes et panafricains s'inspirent beaucoup des réflexions menées depuis des années par les intellectuels noirs aux États-Unis, les connexions et les accointances idéologiques ne vont cesser de s'intensifier au cours des années de guerre froide. Si la cohésion atlantique est leur priorité indéniable, les États-Unis ne s'alignent pas pour autant entièrement sur leurs alliés européens. Ils tentent d'appuyer une évolution vers une décolonisation pacifique et pro-occidentale. Les autorités états-uniennes redoutent en effet que l'intransigeance des puissances coloniales, et en particulier de la France, de la Belgique et du Portugal, ne conduise les mouvements de libération nationale vers le communisme. Il naîtra de cette logique la théorie de l'indépendance prématurée, qui se démarque à la fois du refus catégorique de certaines puissances coloniales d'envisager l'émancipation des colonies et de l'exigence exprimée par les nationalistes d'accéder immédiatement ou à très court terme à une indépendance pleine et entière. Henri Biroad, secrétaire d'État adjoint pour les affaires moyen-orientales, sud-asiatiques et africaines, détaille cette approche en octobre 1953. C'est un fait avéré, inéluctable, qu'une indépendance prématurée peut être dangereuse, régressive et destructrice. L'indépendance pour ces peuples ne servirait pas les intérêts des États-Unis, pas plus que les intérêts du monde libre dans son entier. Celle-ci servirait encore moins les intérêts des peuples dépendants eux-mêmes. Lorsqu'un peuple parvient à établir une souveraineté théorique avant d'être prêt à l'exercer, le résultat au bout du compte est l'impuissance. Il peut y avoir une impuissance à protéger les droits de l'homme, à maintenir l'ordre, à améliorer les conditions économiques et sociales, une impuissance à préserver l'indépendance elle-même. Les effets de cette nouvelle doctrine sur le mouvement de libération nationale seront déterminants. Le caractère prématuré ou non d'une indépendance s'évalue, dans le contexte de guerre froide, au fait qu'elle affaiblit ou au contraire renforce l'unité du bloc atlantique. Les puissances coloniales n'auront dès lors de cesse de présenter les mouvements militants pour l'émancipation des peuples colonisés comme des communistes à la solde de l'Union soviétique. Plaçant les colonisés dans une position inconfortable, la guerre froide représente une aubaine pour les puissances coloniales. Après avoir été contraintes par le contexte d'après-guerre de concéder les indépendances de la Syrie, du Liban, de l'Inde, de l'Indonésie, de Ceylan et de la Birmanie, elles peuvent à nouveau espérer sauver leur empire, quitte à concéder, si les circonstances l'exigent, quelques réformes aux colonisés. Le Royaume-Uni, un self-government mou et à long terme. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Churchill poursuit en matière coloniale un but unique, rétablir l'Empire et ne rien changer à la situation antérieure. S'adressant au Foreign Office le 31 décembre 1944, il précise sa position. « Ne touchons pas à l'Empire, telle est notre devise, et nous ne devrions ni l'affaiblir ni le ternir pour plaire à nos commerçants larmoyants ou aux étrangers, toutes tendances confondues. » L'ancienneté et la force du mouvement nationaliste en Inde, les succès de son mot d'ordre de non-coopération sans violence, l'enclenchement d'un processus de décolonisation pacifique depuis la victoire électorale du Parti du Congrès en 1937, la participation des soldats indiens au combat pendant la Seconde Guerre mondiale, la réaffirmation des gages d'indépendance en 1940 et le contexte international rendent cependant l'indépendance des colonies d'Asie inéluctable. Il en va différemment en Afrique, car, comme le souligne l'historien Bernard Droz, il n'entre nullement dans les intentions des dirigeants britanniques, fussent-ils travaillistes, d'appliquer à l'Afrique ce qu'ils avaient consenti à l'Asie. Ne pas toucher à l'Empire, pour les Britanniques, c'est revenir à une politique de self-government à long terme, et même à très long terme. Si la durée de la transition vers l'émancipation reste à l'appréciation de la couronne, le principe du gradualisme est posé.
Chaque colonie accédera à son rythme à l'indépendance selon des étapes que le colonisateur est le seul à définir en fonction de l'évaluation de la capacité à s'autogouverner. S'il n'y a donc pas de modèle anglais qui s'appliquerait de manière homogène dans l'ensemble des colonies, la logique d'une accession progressive au self-government permet une approche pragmatique de chaque situation nationale. Le self-government n'est pas l'indépendance. Il se fonde sur une scission des prérogatives de souveraineté en deux sphères, la sphère interne relevant du gouvernement local et les matières réservées relevant du Parlement de Londres. Pragmatisme oblige, les matières réservées sont différentes dans chacune des colonies accédant au self-government. Deux combats marqueront dès lors la décolonisation de l'Afrique britannique. Le premier porte sur la durée de la transition et sur les étapes intermédiaires que la métropole tente d'imposer. Le second porte sur l'étendue des matières réservées, que les uns veulent étendre et que les autres veulent limiter à une dimension symbolique d'allégeance à la couronne britannique dans le cadre du Commonwealth. Si un tel cadre a permis une décolonisation globalement moins violente en comparaison avec les autres puissances coloniales, on peut difficilement parler d'un modèle britannique de décolonisation non violente. La sanglante répression de la révolte des Momo au Kenya dans les années 1950, qui se soldera par plusieurs dizaines de milliers de morts, est là pour le rappeler. La France, l'autonomie contre l'indépendance. La défaite de juin 1940 incite le général de Gaulle à se tourner vers l'Empire pour continuer la résistance au nazisme. L'appel du 18 juin fait explicitement référence aux colonies comme base de la contre-offensive nationale. Jusqu'à la fin de la guerre, les troupes coloniales contribuent massivement à l'effort de guerre et à la libération de la métropole. De cette expérience émergent d'immenses espoirs de sortie de la nuit coloniale. À la fin du conflit, des syndicats se constituent rapidement dans l'ensemble des pays colonisés et dans la plupart des secteurs économiques. Ils dénoncent le travail forcé, le code de l'indigénat et les niveaux de salaire. Dans un tel contexte, l'immobilisme n'est pas possible pour les autorités françaises. À la fin de la guerre, du 30 janvier au 8 février 1944, est réunie la conférence de Brazzaville. La logique qui sous-tend cette réunion est claire. Elle consiste, analyse l'historien Bakary Kamian, à s'adapter pour ne pas tout perdre. En organisant cette réunion, le gouvernement de la France libre, présidé par le général de Gaulle, tenait à réaffirmer son indépendance vis-à-vis de ses alliés, à prouver qu'il était effectivement maître de l'Empire français, en dépit de l'occupation du territoire national, et à montrer la détermination de la France à penser et à réaliser seule, dans ses colonies d'Afrique noire, les réformes devenues indispensables par la suite de la guerre et de ses bouleversements de tous ordres, de l'occupation du territoire métropolitain par l'ennemi, de la participation de qualité de l'Afrique à la défense nationale. La conférence est ouverte par le général de Gaulle, présidé par le commissaire aux colonies René Pleven, et réunit 19 gouverneurs de l'Afrique noire française, ainsi que des représentants des pays d'Afrique du Nord. Elle émet une série de recommandations. Représentation accrue des colonies au sein de l'Assemblée constituante. Création d'assemblées représentatives composées d'Européens et d'indigènes, élus au suffrage universel dans chacune des colonies. Mise en place d'une politique de formation et de promotion d'élites indigènes. Développement de l'enseignement, suppression du travail obligatoire dans un délai de 5 ans, création d'une caisse de retraite et d'une inspection du travail, etc. Derrière ces avancées apparentes se profile en réalité une volonté d'enterrer, même à long terme, toute perspective d'indépendance. Le texte final adopté par la conférence est du reste tout à fait explicite sur ce point. Les fins de l'œuvre de civilisation accomplie par la France dans les colonies écartent toute idée d'autonomie, toute possibilité d'évolution hors du bloc français de l'Empire. La constitution éventuelle, même lointaine, de self-government dans les colonies est à écarter. Les historiens se rendront compte a posteriori que chaque fois que les leaders nationalistes refuseront ce cadre restrictif et chercheront à l'élargir pour répondre pleinement aux aspirations de leur peuple, ils rencontreront la violence coloniale. Ce fut le cas pour le massacre du 8 mai 1945 en Algérie. La manifestation réprimée qui déclenche le massacre se déroule pourtant avec des slogans reliant la victoire contre le nazisme et l'indépendance. Les pancartes et slogans ont pour mot d'ordre « Vive la charte de l'Atlantique »,« À bas le colonialisme »,« Vive l'Algérie libre et indépendante ». Les drapeaux alliés, y compris le drapeau français, sont brandis par les manifestants aux côtés du drapeau algérien.
Ce fut également le cas au Vietnam, où le refus français de reconnaître l'indépendance proclamée par Ho Chi Minh le 2 septembre 1945 déclenche une guerre meurtrière jusqu'en 1954. Comme le souligne l'historien Yves Benot, la 4e République tente dans l'après-guerre une véritable mise au pas des colonies françaises. Si la Constitution du 27 octobre 1946, fondatrice de la 4e République, transforme l'empire colonial en une Union française et les colonies en départements et territoires d'outre-mer, elle n'envisage pas, même à long terme, d'indépendance pour ces territoires. Le changement de l'après-guerre se limite à la promotion d'une élite dans le cadre colonial. Portugal, Espagne, Belgique, le règne de l'immobilisme. Membre fondateur de l'OTAN dès sa création en 1949, le Portugal n'adhère à l'ONU qu'en décembre 1955. Ces demandes d'adhésion sont systématiquement rejetées par l'organisation internationale. Pendant la première décennie de l'après-guerre, Lisbonne n'est ainsi pas soumise aux obligations du nouveau droit international qui se consolide à l'ONU. Plusieurs facteurs contribuent à ralentir dans les colonies portugaises les changements qu'on observe ailleurs dans l'immédiat après-guerre. Non-participation des indigènes au combat, du fait de la neutralité de l'État portugais au cours de la Seconde Guerre mondiale, caractère fasciste du régime d'Antonio de Oliveira Salazar, économie en pleine croissance du fait du commerce avec les deux camps au cours de la guerre, et enfin soutien des États-Unis en raison de l'anticommunisme viscéral du régime portugais. Dans ces conditions, le Portugal ne se sent pas menacé par le vent de décolonisation qui commence à souffler. Les autorités portugaises ont néanmoins conscience qu'elles ne pourront demeurer éternellement à l'abri des changements mondiaux. Tout en maintenant inchangée leur politique coloniale, elles savent qu'il leur faut moduler le discours pour le rendre plus présentable. L'exigence d'une modification constitutionnelle est d'ailleurs une des conditions posées par l'ONU pour accepter le Portugal comme membre. Tel est l'objectif de la révision constitutionnelle de 1951, qui définit le Portugal non plus comme un empire, mais comme une nation pluricontinentale. De même, les colonies sont désormais dénommées provinces d'outre-mer. Ne se définissant plus, dès lors, comme un État colonial, le Portugal ne s'estime pas concerné par les résolutions des Nations Unies portant sur les colonies et la décolonisation. En dépit de ce maquillage sémantique et juridique, la colonisation garde son visage archaïque. Le régime de l'indigénat est maintenu et les révoltes continuent d'être brutalement réprimées. La révolte des travailleurs des plantations à Sao Tomé en février 1953 obtient en réponse le massacre de Batepa, faisant plus de 100 morts. La répression de l'insurrection dans la région de Viveke au Timor oriental en 1959 se solde par plusieurs centaines de morts. Au Mozambique, la manifestation indépendantiste du 16 juin 1960 se transforme en massacre de Mueda, qui fait 600 victimes. En Guinée-Bissau, la manifestation des dockers pour une hausse des salaires, le 3 août 1959, se solde par 50 morts. Il faut attendre 1962 et l'insurrection angolaise pour que ce régime quasi-esclavagiste soit abrogé. Il n'y a pas d'évolution naturelle, graduelle, au cours des années 1950 vers une modification du régime du travail, relève la sociologue Christine Messian. Celle-ci surviendra en conséquence directe de l'insurrection de 1961 qui amène les autorités portugaises à abolir le statut de l'indigénat et fait cesser l'intervention directe de l'État dans le recrutement de la main-d'œuvre. L'Espagne partage avec le Portugal plusieurs caractéristiques. Les deux pays sont des puissances coloniales ayant un faible développement économique en dépit de la croissance exceptionnelle liée à la guerre. Comme ce fut le cas au Portugal, la colonisation espagnole a été historiquement perçue et défendue comme une œuvre de christianisation. Comme le Portugal également, l'Espagne n'est pas membre de l'ONU. L'opposition de l'organisation internationale est cependant plus radicale vis-à-vis de l'Espagne. La résolution 39.1 du 12 décembre 1946 souligne que des documents irréfutables établissent que Franco a été coupable, à côté de Hitler et de Mussolini, d'avoir fomenté la guerre contre les pays qui, au cours de la guerre mondiale, se sont finalement associés sous le nom de Nations Unies. La même résolution caractérise le régime espagnol de « régime fasciste imposé par la force au peuple espagnol ». Elle ne sera admise à l'ONU qu'en décembre 1955, elle aussi en raison du contexte de guerre froide. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Espagne ne possède plus en Afrique que 2 territoires, la Guinée espagnole, actuelle Guinée équatoriale,
et le Sahara occidental. Il faut attendre la loi du 30 juillet 1959, dite de provincialisation de la Guinée, pour admettre que le terme de colonie soit abandonné et l'indigénat aboli. On aperçoit aisément la portée de cette loi, souligne l'historien René Pélissier. Alors que les pays voisins affirment leur africanité et s'acheminent vers l'indépendance, l'Espagne prend une voie opposée. La Guinée espagnole cesse d'exister le 30 juillet 1959, mais à compter de ce jour, l'Espagne deviendra guinéenne. Région équatoriale de España. C'est également l'immobilisme qui caractérise le colonialisme belge après 1945. Comme pour l'Espagne et le Portugal, le régime de l'indigénat était plus draconien encore que dans les colonies des autres puissances et s'apparentait à un néo-esclavagisme. Et, comme dans les territoires espagnols et portugais, la colonisation belge s'est toujours appuyée sur une forte mobilisation de missionnaires chargés de christianiser les indigènes. C'est au Congo que le rôle de l'Église fut le plus important sur l'ensemble du continent. Une convention fut même signée avec le Vatican le 26 mai 1906, attribuant des concessions territoriales aux missions religieuses, le monopole de l'enseignement, des subventions pour les écoles, etc. Soulignons d'ailleurs une spécificité belge. Jusqu'en 1908, le Congo n'est qu'un bien privé du souverain belge. En 1953 encore, le livre « L'élite noire », qui s'adresse aux indigènes évolués, décrit de la manière suivante le rôle attendu de cette élite. Si l'élite noire doit être consciente de sa supériorité à l'égard des indigènes semi-sauvages, elle doit tout aussi clairement connaître ses devoirs envers le pouvoir absolu. Il convient de constater que la plupart des Européens sont animés à votre égard d'une bonne volonté évidente, et que tous participent, par leur travail, à l'œuvre commune qui est de vous civiliser. On le voit, alors qu'un tel vocabulaire n'est plus de mise dans la plupart des colonies, il reste central dans le discours colonial belge, jusque bien après la Seconde Guerre mondiale. Sur le terreau d'un héritage de résistance multiple à l'esclavage et à la colonisation, le nouveau contexte issu de la Seconde Guerre mondiale suscite une maturation des consciences politiques que l'on peut percevoir dans l'itinéraire politique et intellectuel d'un grand nombre de personnalités noires et africaines. Jomo Kenyatta, Aimé Césaire et Ruben Umniobé illustrent et symbolisent 3 chemins de cette prise de conscience.